La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Auchard propose une séance intitulée « L'opinion et la flatterie ». Bonjour. S'il faut en croire Tocqueville, en ces siècles démocratiques, sous le régime de ce qu'il appelle l'égalité des conditions, c'est, dit-il, de plus en plus l'opinion qui mène le monde. Dans l'effacement de la tradition et de l'autorité dont elle était jadis investie, l'opinion s'impose comme le nouveau dogme qu'on ne laisse pas d'ausculter, qu'on ne cesse de sonder pour en interpréter l'augure. Les Grecs allaient consulter le dieu dont l'oracle est à Delphes. Les modernes commandent un sondage d'opinion qui délivre au reste des sentences non moins énigmatiques. Je cite l'aphorisme célèbre d'Héraclite. Le souverain dont l'oracle est celui qui est à Delphes ni n'expose ni ne dérobe, mais signifie ut elegei ut cryptei alla semainein. Ou encore, dans l'apologie de Socrate de Platon, que peut bien vouloir dire le Dieu et que peut-il bien donner à deviner, puisque l'oracle, évidemment, parle par énigme. Mais si l'opinion, je dirais avec une majuscule, est la puissance ou l'idole à la facture de laquelle tous défèrent, encore faut-il se demander ce qu'il en est d'opiner, d'avoir ou de se faire une opinion. À cet égard, je m'en rapporterai à la fameuse formule qui entame le discours de la méthode de Descartes: le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, en essayant de la pousser dans ses retranchements. Alors, sans doute, à l'entendre, chacun se rengorge et se flatte de ne le céder à personne, d'avoir, comme par nature, inaliénablement, assez de sens ou de jugement pour être à même de porter un avis, au moins aussi considérable que n'importe qui d'autre. Et d'une certaine façon, Descartes peut sembler appuyer justement cette opinion à son tour. Par exemple, un peu plus loin, je pensais que les sciences des livres, au moins celles dont les raisons ne sont que probables et qui n'ont aucune démonstration, s'étant composées et grossies peu à peu des opinions de plusieurs diverses personnes, ne sont pas si approchantes de la vérité que les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui se présentent. Donc, cet appui fait ainsi donc sur le bon sens. Mais il me semble que c'est oublier deux attendus qui appuient et tempèrent, voire minent, cette formule flatteuse. Ainsi d'abord, ne s'avise-t-on pas assez de la raison qu'allègue Descartes pour autoriser cette maxime? Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Donc il s'agit là, en quelque sorte, d'un partage miraculeux qui ne laisse rien à désirer, qui contente tout le monde, sans que nul ne songe à réclamer, alors qu'en toute autre chose, chacun se plaît de n'avoir pas assez de bien ou de pouvoir, ou encore souhaite, comme Descartes, d'avoir la pensée aussi prompte, ou l'imagination aussi nette et distincte, ou la mémoire aussi ample ou aussi présente que quelques autres. Ensuite, on néglige le plus souvent que ce qui est la chose du monde la mieux partagée, c'est la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison. Et qu'il y a si loin de la puissance à l'acte que tout un chacun a beau être également pourvu en tant qu'homme de cette précieuse puissance, je cite, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et un peu plus loin, car la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en un chacun.
Eh bien, il y a si loin de la puissance à l'acte, donc, que tout un chacun a beau être également pourvu en tant qu'homme de cette précieuse puissance, la diversité de nos opinions témoigne assez que la plupart, sinon tous, en usent de travers, en dépit du bon sens, et ne cessent de s'égarer. Je dis tous, et je voudrais citer justement donc un passage dérégulé de la deuxième règle pour la direction de l'esprit. Mais à chaque fois que les jugements de deux hommes se portent vers des partis contraires, il est certain que l'un des deux au moins se trompe. Et même il semble bien qu'aucun n'en possède la science. Car si le raisonnement de l'un était certain et évident, il pourrait le proposer à l'autre de telle sorte qu'il emporte enfin la conviction de son esprit. Donc dès lors qu'il y a une diversité des opinions, ça semble bien vouloir dire effectivement donc, que personne n'a véritablement donc, une connaissance, ou n'a une connaissance vraie. Ça veut dire donc que la diversité des opinions témoigne justement donc que tout le monde use de ce bon sens en dépit du bon sens. Car, et c'est par là sans doute donc que commence le cartésianisme, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, c'est-à-dire bon à bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, le principal est de l'appliquer bien, c'est-à-dire d'user en tout de ma raison, sinon parfaitement, du moins le mieux qui fût en mon pouvoir. Au reste, c'est une étrange entame que cette entame du discours de la méthode, qui semble se fier plutôt qu'à une preuve, à une vraisemblance, il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, au témoignage, pour faire état benoîtement d'une volonté de croire, je veux croire qu'elle est tout entière en tout un chacun, et se prévaloir sans plus de critique de ce que chacun pense et de l'opinion commune des philosophes. Mais sans doute est-il moins question de la teneur de ce que chacun pense, puisqu'il est fait question justement de la diversité de nos opinions, que du fait que chacun pense, quoi qu'il en soit, de ce qu'il pense. Et qu'en est-il au reste du ton narquois et subtilement ironique de cette entrée en matière? Alors, c'est ce que je voudrais essayer d'interroger en quelque sorte. Et d'abord, si le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, c'est d'abord qu'à proprement parler, le bon sens ou la raison ne fait pas l'objet d'un partage. Sur quoi, et dès qu'il y a partage, chacun, et Descartes le premier, se montre difficile, et sans se contenter de la part dont il est pourvu, ne manque pas de considérer qu'elle laisse à désirer et d'en souhaiter davantage. Mais le bon sens, ce qui est appelé le bon sens, ou le sens, ou la raison, se trouverait plutôt le principe même de tout partage, de toute attribution, de toute appréciation, c'est-à-dire la puissance ou la capacité, ou mieux, le pouvoir commun d'émettre un jugement, de former un avis, de produire une proposition qui attribue un prédicat à un sujet, ou de porter une estimation sur ce qui nous est échu en partage. Dès lors que tout partage, et donc toute propriété reçue en partage, résulte d'un jugement et procède sous le contrôle d'un jugement, eh bien, la raison ou le sens n'est pas tant à distribuer qu'elle s'avère être l'instance distribuante ou encore l'instance critique de la distribution. À ce titre, elle n'est pas une propriété dont nous serions pourvus dans une plus ou moins grande mesure, mais la forme commune et tout entière à chacun de l'humaine condition, ou comme dit Descartes, la seule chose qui nous rend hommes et qui nous rend tous également hommes, nous tous tant que nous sommes, et qui ne doit pas être susceptible de plus ni de moins, puisqu'on n'est pas plus ou moins homme. Il y a plus ou le moins qu'entre les accidents et non pas entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Descartes n'aura jamais usé dans cette seule phrase d'autant justement donc de termes scolastiques.
et dans une lettre au Père Mélan, et nous ne pensons pas que celui qui a un bras ou une jambe coupée soit moins homme qu'un autre. Donc on est homme ou on ne l'est pas, on n'est pas plus ou moins homme, mais on est homme ou on ne l'est pas, c'est-à-dire on est un homme ou on est une bête. Alors comment se manifeste cette chose du monde la mieux partagée, qui serait le fait de tout un chacun pour peu seulement qu'il soit homme? Et qu'en est-il de cette raison censée être naturellement égale en tous les hommes et tout entière en un chacun, pour définir la nature même de l'espèce, également présente chez tous les individus? Alors il ne s'agit de rien d'autre que de faire ou non preuve de sens au sens du sens et au sens du jugement. En quoi précisément, donc, il n'est pas question de plus ou de moins, de se montrer capable de porter un jugement ou d'émettre un avis, ou seulement d'émettre des bruits sans signification, qui ne témoignent justement d'aucun sens, de ce qu'en allemand on appelle unsinnig, et que les Allemands distinguent justement de ce qui est doué de sens, même si c'est absurde, et qu'ils appellent widersinnig. Donc le sens se distingue d'abord justement du non-sens, d'un simple bruit, de quelque indication d'ailleurs que ce bruit puisse être porteur. Donc avoir la parole, parler, ce n'est pas proprement exhaler ni faire entendre un mouvement interne, ce n'est pas crier de douleur ou de plaisir, et précisément lorsque Descartes parle justement de la parole et essaie de caractériser justement ce qui est la forme même de la parole, eh bien il indique justement donc on ne doit pas confondre les paroles avec les mouvements naturels qui témoignent les passions et peuvent être imités par des machines aussi bien que par des animaux. Donc ce n'est pas crier de douleur ou de plaisir sur le mode indicatif du bruit qui est partie intégrante d'un processus naturel sans solution de continuité, ni plus ni moins que le tonnerre, qui est indicatif effectivement de l'orage, ou le grincement d'une porte qui se ferme ou qui s'ouvre. Mais avoir la parole, c'est se mêler de bien juger. Fût-ce évidemment pour feindre, donc c'est assumer la vocation présomptive à distinguer le vrai d'avec le faux, soit aussi bien donc d'avoir à se méfier de sa présomption. Et qu'encore qu'au jugement que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption. Je reviendrai longuement justement sur ce terme. Donc avoir la parole, c'est faire acte de volonté. En ce sens, d'ailleurs, on peut bien faire crier, on ne peut pas véritablement faire parler. Ce qui d'ailleurs fait le prix et le drame de l'aveu lorsqu'il est extorqué, en ce qu'il n'est jamais proprement contraint. Je cite dans les passions de l'âme, mais la volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. Et donc il n'y a pas d'aveu contraint d'une certaine façon, enfin proprement justement contraint. Il y a des aveux extorqués, des aveux imposé, etc., etc., mais il n'est jamais proprement contraint, il est toujours en quelque sorte ratifié par celui qui le fait. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le drame de l'affaire. Autrement dit, le bon sens implique la liberté inhérente à la vocation de bien juger. Avoir la parole, c'est qu'on le veuille ou non, avoir à être libre ou encore être condamné à la liberté. Autrement dit, le partage ainsi tracé, partage non pas entre les hommes, mais qui distingue les hommes des bêtes, est celui du sens. Je renvoie justement à Montaigne de 17. On dit communément que le plus juste partage que nature nous ait fait de ses grâces, c'est celui du sens. Car il n'est aucun qui ne se contente de ce qu'elle lui a distribué. N'est-ce pas raison? Qui verrait au-delà, il verrait au-delà de sa vue. Et d'ailleurs, avant même Montaigne, chez Mathurin-Régnier, de là vient qu'un chacun, même en son défaut, pense avoir de l'esprit autant qu'il lui en faut. Ainsi, rien n'est parti si bien par la nature,
n'est parti, c'est-à-dire partagé si bien par la nature, que le sens, car chacun en a sa fourniture. Donc ce sens qui ne procède pas par degrés, mais par tout ou rien, au regard du non-sens purement négatif. Et tout homme, quel qu'il soit, est homme, ni plus ni moins que tout autre, du seul fait qu'il parle et qu'il se montre capable de tenir des propos qui témoignent de son jugement, qui attestent ou signifient, et non pas seulement indiquent, sa volonté de se faire entendre. À cet égard, d'ailleurs, remarque Descartes, même les insensés ont part au sens. Car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide, sans en excepter même les insensés, qu'ils ne soient capables d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. Et de même, dans une lettre, pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui des fous, qui ne laissent pas d'être à propos des sujets qui se présentent, bien qu'ils ne suivent pas la raison. Alors, à ce compte, donc, ce n'est pas un miracle si tout un chacun est également, et sans rien laisser à désirer sur ce chapitre, pourvu de sens, autant que tout autre. Puisqu'on appelle homme, et qu'on reconnaît comme tel précisément, tout être ainsi pourvu, et faisant la preuve de cette capacité décisoire, par laquelle tous les hommes se distinguent également des bêtes, par laquelle tout homme, en tout cas, n'est pas une bête, quelque hébété ou insensé qu'il puisse être. Si donc le sens n'est autre que ce dont nul homme ne saurait être dépourvu, et nulle bête le moins du monde pourvu, ajoutons que cette manière de se distinguer des bêtes, encore qu'elle semble épouser les catégories convenues de la logique scolastique, et nous différencier entre et parmi les bêtes, ou plutôt nous différencier des bêtes entre et parmi les animaux ou les vivants, sur le fond d'une commune appartenance au même genre, eh bien que ce partage a ceci de particulier qu'elle concerne chacun, ou même un chacun, comme dit Descartes, en l'investissant d'une unicité en première personne, comme un qui témoigne qu'il parle et juge par lui-même, et qu'il n'est pas seulement un individu, un anneau dans une chaîne de communication, ou un échantillon quelconque de l'espèce humaine, et que ce n'est pas purement et simplement l'espèce qui s'exprime en lui. J'en vois par exemple, c'est pas par exemple, mais un texte très remarquable justement de saint Augustin dans La Cité de Dieu, 12-21, cette imagination extraordinaire justement d'Augustin. Quant à l'homme, Dieu l'a fait un et singulier, unum et singulum, alors qu'il a fait justement les animaux pluriels en quelque sorte. Non toutefois pour le laisser isolé de toute société humaine, mais afin qu'il eût plus profondément à cœur l'union de la société et le lien de la concorde. Si les hommes étaient liés entre eux, non seulement par la similitude de nature, mais encore par une affection fraternelle. Donc, bon, je n'ai pas vraiment le temps de commenter, mais cette idée justement donc, que l'homme a été fait unique, Adam en quelque sorte, et que c'est cette sorte d'unicité, de singularité justement de chacun, il n'y a que des chacun en quelque sorte, qui est essentiel justement donc pour l'homme. En d'autres termes, cette puissance, en un sens toujours en acte, cette puissance de juger en quelque sorte, cette puissance de penser et de juger, ne peut se décrire de l'extérieur en troisième personne. Sans doute, si le chien est un animal aboyant, je dirais qu'il y a un aboiement, et tout chien peut aboyer plus ou moins, alors qu'aucun chat ne le peut. Mais on ne saurait dire pareillement qu'il y a un jugement ou un discours, et le décrire comme l'effet mécanique d'un certain dispositif spécifique, phonatoire ou autre, plus ou moins mis à contribution. Et aussi, Descartes nous dit, donc, dans cette différence par rapport aux animaux, ce qui n'arrive pas de ce qu'ils ont faute d'organes, si les animaux ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont faute d'organes ou qu'ils manquent d'organes de phonation, car on voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous. Donc ça fait deux choses, proférer des paroles et parler.
c'est-à-dire en témoignant qu'ils pensent ce qu'ils disent. Au lieu que les hommes qui étant nés sourds et muets sont privés des organes qui servent aux autres pour parler autant et plus que les bêtes, sont privés autant et plus que les bêtes de ces organes, ont coutume d'inventer eux-mêmes quelques signes par lesquels ils se font entendre à ceux qui, étant ordinairement avec eux, ont loisir d'apprendre leur langue. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un dispositif spécifique, mais parler ou juger, c'est témoigner qu'on pense ce qu'on dit ou qu'on dit ce qu'on pense, fût-ce cette pensée justement celle du mensonge ou de l'erreur, en disant « je ». Donc il ne s'agit pas forcément d'ailleurs de prononcer le son « je », car aussi bien on peut le sous-entendre, et inversement la pie, le perroquet ou une machine qui prononce « je » ne parle pas pour autant. C'est ce que j'ai effectivement indiqué tout à l'heure. On peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles, et même qu'elle en profère quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements en ses organes, comme si on la touche en quelque endroit qu'elle demande ce qu'on veut lui dire, si en un autre qu'elle crie, qu'on lui fait mal, et choses semblables. Donc on peut concevoir une machine qui dirait « je », effectivement, et qui dirait « je » dans certaines circonstances qu'il s'agit. Eh bien, elle n'en parlerait pas pour autant. Mais il s'agit justement de rapporter implicitement ou explicitement le propos tenu à l'activité d'un jeu. Donc que nous prononcions ou non le son « je », ce qu'une machine, une pie ou un perroquet peut faire, parlant et jugeant, chacun de nous se pose comme un jeu ce qu'aucune machine, aucune pie, ni aucun perroquet ne peut faire, et chacun d'entre nous témoigne donc d'un droit plein et incontestable, tout entier en un chacun, comme cela même qui fait de chacun un chacun. Alors, par ce biais décisif, se trouve précisée l'égalité en question. Un chien peut aboyer plus ou moins qu'un autre, un homme ne parle ni plus ni moins qu'un autre, parce qu'en vérité, bon, même si bien sûr il y a des bavards et des taciturnes, mais en fait, chacun ne cesse de parler et de juger, fût-ce tacitement, au fil ininterrompu du discours intérieur. Qu'en ce sens, chacun est un jeu non seulement capable, mais qui ne cesse de juger, de témoigner qu'il pense ce qu'il ne cesse de dire, comme de dire ce qu'il ne cesse de penser. Et qu'à ce compte, nul ne saurait être plus jeu qu'un autre, ni s'arroger plus qu'un autre le droit imprescriptible, tout entier en chacun, de dire « je ». Bref, le « je » ou la première personne est la forme qui accompagne également toute parole humaine, quelle qu'elle soit. Donc, quoi qu'il en soit de ce qu'elle dit, pour autant seulement qu'elle est parole, c'est-à-dire acte de parole. C'est dire que toute parole également, et la parole seule, témoigne de l'énonciation d'un sujet qui ne se borne pas à soutenir un processus de phonation, mais qui décide de ce qu'il dit et qui en répond. Du même coup, même quand nous semblons nous comporter comme des perroquets ou des magnétophones, et nous borner à reproduire une leçon entendue, nous ne sommes jamais des perroquets ou des machines, parce que nous ne saurions manquer de prendre à notre compte, de ratifier d'une manière ou d'une autre ce que nous répétons, d'en juger et de témoigner que nous l'adoptons, le faisons nôtre, et y apposons le son du jeu. Et c'est pourquoi donc Descartes écrit dans une lettre à Clercelier, mais je ne donne pas nécessairement la référence, c'est pourquoi au sens que ces mots doivent être ici entendus, c'est la formule, j'y reviendrai à plusieurs reprises, ma pensée est la règle de la vérité des choses. Je dis que la pensée d'un chacun, c'est-à-dire la perception ou connaissance qu'il a d'une chose, doit être pour lui la règle de la vérité de cette chose. Et encore que les ignorants fassent bien de suivre le jugement des plus capables touchant les choses difficiles à connaître, il faut néanmoins que ce soit leur perception qui leur enseigne qu'ils sont ignorants, et que ceux dont ils veulent suivre les jugements ne le sont peut-être pas tant. Autrement, il ferait mal de les suivre, ils agiraient plutôt en automates ou en bêtes qu'en hommes.
Donc l'homme, même lorsqu'il suit un autre, même lorsqu'il répète effectivement les formules effectivement d'un autre, eh bien il le suit, il le répète parce qu'il juge qu'il est ainsi mieux de faire, ou que l'autre est plus compétent que lui, ou que, etc., etc. Mais il faut bien qu'il y ait évidemment ce jugement en première personne, effectivement, pour qu'il s'agisse d'une manière humaine, effectivement, donc, de procéder, en y apposant, justement, donc, le sceau du jeu. Ce qui veut dire, évidemment, et il y a là, évidemment, toute une accusation d'antispécisme qui peut naître, que nulle bête jamais ne parle, tandis que tout homme toujours parle, et que tous les hommes parlent également, dans un égal accès à cet acte incomparable ou qui seul est proprement un acte, comme tel en première personne, et qu'il y finit proprement la réalité de ce que Descartes appelle l'esprit ou l'âme, comme d'ailleurs le ressort de ce qu'il appelle le monde, la chose du monde la mieux partagée. Le monde dans le discours de la méthode, c'est justement le monde humain, ce monde qui est tissé justement donc de paroles et de rapports entre des premières personnes. De la sorte, donc, la forme du jeu qui nous est également impartie à nous tous tant que nous sommes et parlons, ne constitue pas la différence humaine sur le fond d'un genre commun au sein du monde animal, entre et parmi les bêtes, comme l'aboiement peut être la forme qui constitue la différence canine et le miaulement la différence féline, mais la puissance toujours en acte de dire je et d'assigner tout semblable comme un tu distingue radicalement l'homme de la bête, comme la preuve, nous dit Descartes, d'une nature du tout différente. Donc différente de manière totale, de manière radicale. Moyennant quoi, s'il nous revient imprescriptiblement, à nous tous, tant que nous sommes et parlons, de juger chacun par lui-même, si de quelque façon qu'on s'y prenne, chacun ne saurait jamais juger que par lui-même, et qu'il ne saurait y manquer, si tout jugement, de quelque manière qu'il le fonde, et quand bien même lui serait-il soufflé, suggéré, voire imposé par un autre, est toujours porté au compte de celui qui, l'énonçant en première personne, le fait sien, et en la matière de son acte, témoignant qui il est, eh bien il s'ensuit que nul ne saurait véritablement juger, penser ou avouer qu'il manque de jugement. Nul ne saurait véritablement penser « je ne suis qu'une bête ». C'est évidemment une formule qui est douée de sens, qui n'est pas unsinnisch, ce n'est pas un bruit, ce n'est pas simplement un bruit indicatif, mais c'est une formule qui est en soi absurde, qui est en soi widersinnig, qui est en soi un contresens en quelque sorte. Pourquoi ? Eh bien parce que nul ne saurait juger qu'il manque de jugement sans du même coup attester qu'il en est pourvu et démentir par le fait même d'énoncer ce jugement la teneur de son énoncé, du même coup donc absurde, du même coup widersinnig. Je cite encore Montaigne. « Somme, pour revenir à moi, ce seul par où je m'estime quelque chose, c'est en quoi jamais homme ne s'estima défaillant. Ma recommandation est vulgaire, commune et populaire, car qui a jamais cuidé, c'est-à-dire pensé, avoir faute de sens ? Ce serait une proposition qui impliquerait en soi de la contradiction. S'accuser serait s'excuser en ce sujet-là et se condamner serait s'absoudre. Et qui verrait bien à clair la hauteur d'un jugement étranger, il y arriverait et porterait le sien. » Donc nul ne peut dire, sans absurdité en quelque sorte, qu'il a faute de sens, donc qu'il manque effectivement de jugement, qu'il manque effectivement de sens, et à vrai dire, nul ne saurait même juger avoir moins de jugement qu'un autre, sans juger le jugement d'un autre, et du même coup s'y égaler. Tels justement ceux qui, nous dit Descartes, ayant assez de raison ou de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits, eh bien je dirais que ceux-là, que c'est modeste en quelque sorte, mais qui jugent néanmoins
qu'ils sont moins instruits et qu'ils peuvent être mieux instruits effectivement par d'autres, eh bien, je dirais que ceux-là, justement, une fois instruits, ne sont pas moins de la graine de fanatiques que ceux qui, se croyant plus habiles qu'ils ne sont, ne se peuvent empêcher de précipiter leur jugement. En sorte qu'au bout du compte, on ne peut désirer du jugement sans l'avoir, sans faire la preuve par le fait même de le désirer qu'on en est pourvu, ni en désirer plus qu'on en a, car le désir même implique qu'on juge ce qu'on désire, si bien qu'aux yeux de son titulaire, la capacité de jugement ou le sens ne peut jamais rien laisser à désirer, et qu'il n'y a pas miracle en la matière, sinon le miracle même de la parole. Maintenant, il ne suffit pas de dire, encore sans doute faut-il dire quelque chose. Pourquoi ? Eh bien parce que ce partage égal de la raison ou du sens, auquel chacun a également droit et part du seul fait qu'il parle et témoigne qu'il pense et juge, soit qu'il opère en première personne, eh bien ce partage est porteur d'une exigence non pas de juger ce qu'on ne saurait ne pas faire et à quoi nous ne cessons de procéder, mais de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux. Ce partage égal de la raison ou du sens est porteur d'un désir. Ce que Descartes appelle « j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie ». Mais d'un désir qu'il ne suffit pas cette fois de former pour contenter, est la marque d'une puissance qui requiert d'être actualisée droitement. Le désir non pas de dire, mais de dire quelque chose, legenti, disaient les Grecs, et non pas n'importe quoi, de dire quelque chose qui vaille, qui se tienne, et qui débrouille effectivement le vrai du faux. À cet égard encore, le bon sens est naturellement égal en tous les hommes, car tous sont également porteurs de cette exigence de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, et il n'y a personne qui ne se soucie de cette distinction, même Trump, et qui n'aspire à dire vrai, quand bien même à ce propos tous se tromperaient. En d'autres termes, la condition nécessaire et suffisante pour être un homme, c'est-à-dire pour n'être pas une bête, n'est pas encore et de loin une condition suffisante, mais n'est jamais que la condition nécessaire d'une autre tâche qui s'ouvre et qui s'impose pour tout être parlant, celle de dire vrai, comme le pouvoir de parler toujours en acte n'est encore que la puissance virtuelle, donc à actualiser, de bien juger. Donc cette fois, il ne suffit pas de n'être pas une bête, en quoi on ne se montrerait pas difficile à contenter ni guère exigeant, pour être un homme digne de ce nom. Également capable de raison ou de sens, la tâche s'impose également à tout être parlant d'avoir à bien parler ou à bien juger. Et à cet égard, seule la puissance est naturellement égale en tous les hommes, parce que tous, tant qu'ils sont et parlent, ont également à charge de bien parler et de démêler le vrai d'avec le faux, ce qui n'implique évidemment nullement, bien au contraire, que tous y parviennent également. À ce compte, donc, la puissance, naturellement égale en tous les hommes, pour parler comme Descartes, et qui se confond avec la capacité actuelle de parler, est strictement indéterminée, puissance du faux comme du vrai. Et chacun est tenu de la déterminer au mieux. Avec le sens ou la parole, en effet, le faux s'introduit dans le monde. La terre, évidemment, ne ment pas. Ou plutôt, un monde s'élabore qui a affaire avec le faux et à charge de distinguer le vrai d'avec le faux. Ce n'est donc encore rien que de n'être pas une bête et d'avoir l'esprit bon, c'est-à-dire bon à bien juger. Ce n'est encore que la condition nécessaire mais nullement suffisante pour accomplir ce qui incombe à tous également, en sorte que l'essentiel est encore ailleurs et que le principal est de l'appliquer bien, non seulement de faire preuve de sens, voire de bon sens, mais encore de tâcher de dire effectivement le vrai. Sous ce jour,
la raison n'est pas tant une propriété qu'il suffirait d'avoir et qui au reste ne saurait être contestée à quiconque parle, pas tant un objet de jouissance qu'un objet d'usage. On n'en jouit qu'autant qu'on se trouve la bien conduire. Je rappelle donc le titre du discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, et en tout état de cause, selon donc la manière dont on la conduit et dont on en use. L'homme est donc ainsi cet être qui ne se contente pas d'avoir ce qu'il a, ni d'être ce qu'il est. Être parlant et ayant la raison ou le sens en partage, il n'a encore que la puissance de bien juger, et il lui incombe au premier chef d'en bien user et d'actualiser effectivement cette puissance. Autrement dit, on ne saurait se contenter d'être raisonnable, ni se croire plus raisonnable qu'un autre, mais seulement, pour autant qu'il est effectif, du progrès qu'on pense avoir fait en la recherche de la vérité. Et c'est ce que dit Descartes donc, dans cette première partie du discours. Je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité. Alors, force est donc de prendre en compte, au-delà de l'égal partage du sens ou de l'acte de parler en première personne, ce qui est dit. Donc il ne s'agit pas de dire, mais encore de prendre en compte ce qui est dit, de dire quelque chose et quelque chose qui se tienne. C'est-à-dire donc la teneur de l'énoncé et les raisons de ce qui est dit, soit les motifs qui font dire telle chose plutôt qu'une autre, se prononcer dans un sens plutôt que dans un autre. Et à cet égard, évidemment, les propos tenus sont fort divers, tous également doués de sens ou de raison, mais de poids fort inégaux, selon la manière de se conduire et de considérer le vrai ou le faux. Comme nous dit Descartes, donc ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns soient plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Alors, propos non pas plus ou moins raisonnables, mais tout bonnement vrais ou faux. Ici encore, l'appréciation ne procède pas par degrés, mais par tout ou rien. À ceci près qu'elle ne distingue plus tous les hommes tant qu'ils sont et parlent au regard des bêtes, mais qu'elle trace une ligne de démarcation, une diversité entre les propos et les opinions qu'ils soutiennent. Au reste, la question n'est pas tant de définir la vérité. Dans une lettre à Mersenne, par exemple, il écrit, donc c'est un auteur anglais, de Shaftesbury, examine ce qu'est la vérité. D'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle « De la vérité ». Et pour moi, je n'en ai jamais douté, me semblant que c'est une notion si transcendamment claire qu'il est impossible de l'ignorer. Car quelle raison aurions-nous de consentir à celui qui nous l'apprendrait si nous ne savions qu'il fût vrai, c'est-à-dire si nous ne connaissions la vérité. Donc la question n'est pas tant de définir la vérité, c'est le genre de notion, nous dit Descartes, qu'on obscurcit en la définissant et qui est transcendantalement claire, que de s'interroger sur la fausseté. Tout être parlant, en effet, est tenu de dire vrai et ne peut qu'y prétendre. Mais cette prétention est aussi bien le ressort du faux et du mensonge, en sorte qu'il faut distinguer entre les manières de distinguer le vrai d'avec le faux. Or, le faux s'introduit subrepticement par le biais de cette dévolution de la première personne dans le glissement insensible du sens au bon sens, de l'esprit à l'esprit bon, de la puissance de juger à l'assurance de bien juger, dans le recouvrement de la condition suffisante par la condition nécessaire ou de l'acte par la puissance. Bref, le creuset inépuisable du faux, ou du vraisemblable d'ailleurs pour Descartes, tient à la prétention qu'il suffit de parler en première personne pour dire vrai, pour dire quelque chose qui vaille la peine d'être dit et entendu, et qui distingue le vrai du faux, alors même que cette prétention
confond le vrai avec le faux, ou étouffe, sans l'abolir, l'exigence de vérité, sous l'assurance présomptueuse que je dis vrai du seul fait que c'est moi qui parle, que je dis vrai du seul fait que c'est moi qui le dis. Et chacun est ainsi enclin à glisser, du fait même d'être pourvu de la parole d'une façon qui ne laisse rien à désirer, parce qu'elle n'est pas susceptible de plus ou de moins, à la prétention que rien ne laisse à désirer dans ce qu'il dit, comme si du seul fait que chacun ait la parole, chacun avait du même coup, sans autre forme de procès, effectivement quelque chose à dire qui vaille. À ce titre opiné, c'est prétendre distinguer le vrai d'avec le faux, sans se soucier des conditions d'application de cette puissance de distinction inhérente à la parole. Évidemment, cette présomption, cet argument qui écarte le recours à toute autre autorité et tradition au profit de la seule autorité d'un moi bouffi d'orgueil. Et je rappelle ce que Descartes dit de l'orgueil, donc dans les Passions de l'âme, c'est l'article 157. Donc, et la plus injuste de toutes les formes d'orgueil, la plus injuste de toutes est lorsqu'on est orgueilleux sans aucun sujet, mais seulement pour ce qu'on ne fait point état du mérite, et que s'imaginant que la gloire n'est autre chose qu'une usurpation, l'on croit que ceux qui s'en attribuent le plus en ont le plus. Donc, c'est cette vanité, justement, donc, de l'orgueil. Donc, c'est vrai parce que c'est moi qui le dis. Eh bien, cette présomption ou cet argument, évidemment, et c'est pourquoi je force évidemment le trait, eh bien, elle ne saurait se faire valoir comme telle sans faire paraître son outrecuidance et discréditer tout du même coup le propos tenu, voire s'exclure du registre de la parole. Aussi bien tout être parlant est-il requis de dire vrai, et donc de dissimuler cette propension présomptueuse sous le couvert du vrai. Je dis ce qui est vrai ou ce que je crois tel, parce que c'est vrai ou que je le crois tel, mais par ailleurs et subrepticement, je le dis et je le crois vrai parce que c'est moi qui le dis, et tout ce que j'avance ainsi n'a d'autre motif que l'affirmation du moi, comme si le droit plein et incontestable à la parole omnubilait le devoir de dire vrai et faisait oublier le principal, à savoir que ce n'est pas assez d'avoir à dire vrai, encore faut-il le faire effectivement, et à cette fin, conduire sa pensée de la manière requise. C'est donc que chacun est exposé à prétendre faire de sa pensée, quelle qu'elle soit, la règle de la vérité des choses, au seul motif qu'elle est sienne, et à faire valoir son avis pour la seule raison qu'il est prétendument le sien, du moins qu'il l'adopte et y appose son sceau, ou le sceau du jeu. Aussi bien ce que Pascal appellera le moi haïssable n'est-il autre chose que cette instance présomptueuse qui ne juge des choses que pour se faire valoir et qu'en étant juge en sa propre cause. En ce sens, cette propension et le soupçon qui lui est attaché sont irréductibles parce qu'ils tiennent à la capacité de jugement qui incombe à chacun irréductiblement. Qu'à ce titre, force est à chacun de faire de sa pensée la règle de la vérité des choses, et que cette propension et ce soupçon sont reconduits en tout jugement, jusqu'au sein même du jugement qui dénonce la présomption. Et je rappelle donc la pensée de Pascal, la pensée 150 dans l'édition Brunswick. La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat, un goujat, un cuisinier, un crocheteur se vante et veut avoir des admirateurs. Et les philosophes même en veulent. Et ceux qui écrivent contre la vanité veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit. Et ceux qui les lisent veulent avoir la gloire de les avoir lus. Et moi qui écris ceci, et peut-être cette envie, et peut-être que ceux qui le liront, etc., 3 petits points. Donc, il y a une chaîne comme ça, donc indéfinie en quelque sorte, de la vanité ou de la présomption qui se trouve reconduit dans le jugement même, en quelque sorte, qui la dénonce. Et ceci puisque le jugement, la puissance de juger, est toujours
et ne peut pas ne pas être le fait d'un jeu, puisque c'est toujours à un jeu qu'il revient de juger en dernière instance, et qu'à ce compte, il ne saurait être de discours qui serait purement objectif ou impersonnel, comme s'il était le discours même de la nature ou du réel, qui en tout cas ne parle pas. Je laisse de côté le cas pour Descartes du discours mathématique. Et qu'il n'y a donc jamais de discours qu'affecté à un jeu, qu'affecté par un jeu, qu'affecté à un chacun, mais ni à personne ni à tous, sinon un par un, selon des opinions diverses. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, tout jugement est suspect de partialité et de n'avoir d'autre motif que de faire valoir son énonciateur, que d'affirmer moins ce qu'il dit qu'à travers ce qu'il dit, le sujet qui le dit, lequel donc ne parlerait que pour parler et ne rien dire, pour souligner sinon sa supériorité, car après tout, chacun est fondé à prétendre être plus lui-même que n'importe qui, mais du moins son autorité propre. Quitte d'ailleurs à reconnaître à chacun la même prétention à valoir du seul fait d'être soi, comme la règle de la vérité des choses, revendication qui pourrait être donc également partagée et tolérante, comme on dit, eh bien n'en est pas moins exorbitante, et le fait d'un moi imbu de lui-même, assez outrecuidant pour se flatter de dicter le vrai et de faire la loi, fût-ce pour lui seul. Dès lors, je dirais que la diversité des opinions ne tient pas à ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais à ce que chacun dissimule le même motif sous un biais particulier. Autrement dit, il est d'usage que chacun soit content, non pas de ce qu'il a, mais de soi, de ce qu'il est, ou plutôt de qui il est. Qu'on puisse bien envier les biens des autres, mais non pas d'être à proprement parler une autre personne, ou si on veut être une autre personne, c'est en restant nous-mêmes, d'une certaine façon. Donc non pas d'être une autre personne que celle qu'on est, bref, que chacun s'affectionne jalousement à ce qu'il pense, du seul fait qu'il le pense. Et voilà ce que nous dit Descartes, justement, car pour ce qui touche aux mœurs, chacun abonde si fort en son sens qu'il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes. Et bien que mes spéculations me plussent fort, j'ai cru que les autres en avaient aussi, qui leur plaisaient peut-être davantage. C'est dans la dernière partie, justement, cette 6e partie du discours. Et dans l'entretien avec Berman, cet entretien que Descartes a eu avec un jeune étudiant et qui en a laissé en quelque sorte le compte-rendu, hein. Alors, voilà ce qui est dit justement à propos de ce bon sens également partagé. Mais cependant, pour l'aptitude à prendre parti par un jugement, chacun estime en être assez excellemment pourvu pour être sur ce point l'égal de tous les autres. Car chacun se plaît au parti qu'il prend, et autant de têtes, autant d'avis, donc d'habitat tot sensus, hein. Et c'est cela que l'auteur entend ici par bon sens. Alors sous cet angle, donc, le bon sens est bien la chose du monde la mieux partagée, parce qu'en fait de prétention, chacun en a à sa suffisance et ne le cède à personne. Qu'elle ne laisse rien à désirer et qu'il suffit de l'émettre pour l'avoir, telle la fausse monnaie. Aussi chacun est-il si bien pourvu de suffisance qu'il n'a pas lieu d'en désirer plus qu'il n'en a. Mais cette satisfaction, ou ce contentement complaisant que chacun éprouve envers ses propres avis, n'est au fond rien d'autre et n'a d'autre contenu qu'une manière infatuée et fallacieuse de se contenter d'être un jeu, c'est-à-dire de n'être pas une bête. Tant et si bien que cette revendication de singularité se réduit à ce trait négatif et rien moins que singulier, rien d'autre qu'une manière prétentieuse d'exalter la simple dévolution de la parole, dévolution vaine, tant qu'on n'en fait pas l'usage requis. Car en tout état de cause, il ne suffit pas de n'être pas une bête
pour garantir la vérité de ce qu'on dit, quand c'est justement parce qu'on n'est pas une bête qu'on ne saurait se contenter d'avoir ce qu'on a, ni d'être ce qu'on est, mais qu'on a à être, et à être justement bien jugeant. Et qu'il importe à cet égard de se défier de soi-même, de son enflure, de sa pente à la complaisance et à la présomption. Si donc le souci du vrai n'est pas un vain mot, le principal n'est pas de juger, de former un avis ou de faire preuve de raison, mais, comme dit Descartes, de l'appliquer bien, c'est-à-dire de se livrer à un autre motif pour fonder ses jugements que celui de la vaine affirmation d'un vain moi. Un motif qui tienne à la chose même dont il est jugé, telle qu'elle peut se démontrer selon l'ordre des raisons. Motif indépendant et foncièrement distinct de l'infatuation du moi, même si c'est toujours à un jeu qu'il incombe de soutenir le jugement, et qu'il ne laisse pas d'y être impliqué, et sinon de s'y présenter de manière ostentatoire, du moins d'y être présent. D'ailleurs, je dirais d'autant plus attentivement présent qu'il n'a cure de faire étalage de soi, et qu'il se trouve être le pur et libre porteur d'un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, selon l'expression de Descartes. Aussi bien d'ailleurs, l'existence de ce jeu est-il au principe même de l'ordre des raisons, sans qu'on prenne encore en compte la teneur de ce qu'il pense. C'est évidemment le fameux argument du cogito, le je pense, donc je suis, je pense tout court. Non pas ce que je pense n'y est pris en compte, c'est le fait même justement donc que je pense, et qui suffit justement à caractériser l'existence du jeu. Mais pas plus, d'une certaine façon. Aussi donc, dès lors que la pente à la présomption se trouve dénoncée sous le signe du bon sens, en vertu du double fond qu'il recèle, eh bien Descartes prend explicitement la parole en première personne pour se hâter de protester qu'il s'en garde. Pour moi, donc c'est la première phrase explicitement en jeu du discours, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Donc les premiers mots évidemment en jeu, évidemment, c'est pour dire qu'il n'a pas présumé en quelque sorte, et puis c'est pour tracer un écart justement donc par rapport à cette présomption. Et donc il n'entend se recommander d'aucun privilège personnel, mais de ce qu'il appelle la stricte médiocrité de son esprit, soit du droit commun à la condition humaine et du sens tout entier en chacun, dont il veut croire que nul n'est exclu et nul favorisé, et du même coup du devoir commun à quiconque est doué de sens ou de raison, celui d'avoir justement à distinguer effectivement le vrai d'avec le faux. Mais évidemment, cela ne suffit pas d'avoir à rechercher la vérité pour prétendre l'avoir trouvée et se targuer ou s'obliger de le faire savoir. Et je renvoie à l'aphorisme de Pierre Dac que j'aime bien. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on est obligé de le faire savoir. Donc il ne suffit pas d'être pourvu du sens commun pour se mêler de s'adresser au public. Et j'ai déjà cité un texte donc, où Descartes nous disait « Pour ce qui est des mœurs, eh bien, il y aurait autant de réformateurs que de têtes, hein, et pour ce qui est de mes spéculations, elles me plaisent fort, mais je pense qu'il y en a que chacun justement peut en avoir qui lui plaisent davantage. » Donc encore faut-il avoir quelque chose à dire qui ait quelques motifs particuliers et objectifs à faire valoir. Et c'est ce que Descartes justement fait valoir dans la 6e partie du discours. Mais sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, j'ai cru que je ne pouvais pas les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous
le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne, on en peut trouver une pratique, et une pratique qui donc a des tas d'incidences sur la médecine, sur les arts mécaniques, etc., etc. Et donc c'est cette raison particulière que Descartes justement fait valoir pour s'adresser en quelque sorte donc au public, et qui ne se réduit pas au seul fait fort commun, mais aussi, sinon insignifiant, du moins dérisoire, qu'un moi qui pense est content de lui et se complaît en ses pensées. Or, s'il ne pense pas avoir l'esprit le plus parfait que le commun, il ne craint pas de dire, c'est l'expression de Descartes, c'est l'expression d'une audace qui est non dissimulée, sans arrogance ni fausse modestie, et qui s'accompagne de la précision qu'il incline toujours vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption, ou du moins qu'il s'y efforce, eh bien il ne craint pas de dire qu'il pense avoir eu l'heure, c'est-à-dire la chance, le bonheur, d'une certaine éducation, et le talent d'en tirer parti pour former une méthode bien propre à faire distinguer le vrai d'avec le faux. Ainsi, l'accent est porté non pas sur la mesure de son esprit, sur le fait que c'est lui qui pense et qu'il ne serait pas n'importe qui, ce que d'ailleurs tout un chacun peut également faire valoir, mais sur la méthode, sur la manière dont il a su conduire sa raison ou appliquer son esprit. Reste évidemment que la méthode se juge à ses fruits, et s'il est en droit de s'en prévaloir sans forfanterie, c'est qu'il en a recueilli des fruits justement propres à le contenter et à lui faire penser, ou à lui faire, dirait-il, oser croire qu'il a fait effectivement quelques progrès en la recherche de la vérité. Recommandation donc cette fois ni commune ni vulgaire, mais de premier choix. Si entre les occupations des hommes purement hommes, il y en a quelqu'une qui soit solidement bonne et importante, j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie, et qui ne repose pas donc sur la seule dévolution universelle du sens, mais sur les résultats ou les échantillons d'une recherche méthodique, et sur l'extrême satisfaction qu'il en tire, comme sur les espérances qu'il en peut nourrir pour l'avenir, et pour faire preuve à son œil de philosophe, soupçonneux et se défiant de la vanité à laquelle tous les hommes sont enclins, qu'il procède d'une façon qui échappe à ce soupçon et qui se distingue des niaiseries peu satisfaisantes, ou comme il dit, vaines et inutiles, dont tout le monde est occupé. Chacun, sous couvert de vérité, n'étant occupé qu'à soi, au seul soin d'acquérir une gloire, comme il dit, à faux titre, et dans laquelle la suffisance vaniteuse, complaisamment contente de soi, ne laisse pas de composer avec un sentiment d'insuffisance. Un sentiment d'insuffisance parce que pour assurer cette suffisance, forcé, nous dit-il, d'abaisser tous les autres. Et pourtant, cette preuve par les extrêmes contentements, cette preuve évidemment ne suffit pas. Cette preuve par le contentement qu'il en éprouve n'est évidemment pas exempte d'équivoque. Et quel que soit son effort pour se défier de lui-même et se tenir en garde contre la propension commune à la complaisance, telles sont justement les ruses retorses de la présomption, qu'il se pourrait encore que ce contentement fût acquis à faux titre, et qu'il se glorifiât à l'enseigne de l'évidence et de la méthode, de ce qui n'en vaut pas la peine. Toutefois, il se peut faire que je me trompe, et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur. Tant évidemment chacun est sujet à se méprendre et à prendre pour règle de la vérité des choses la seule fureur de se faire valoir,
jusqu'à se montrer peut-être extrêmement content de soi. Sans donc prétendre proprement résoudre la question, qui est en un sens irréductible, puisque la preuve même qu'il procède par souci du vrai et non par vanité peut à son tour être suspecté de trahir la présomption, et qu'en définitive, il revient toujours à chacun de juger en dernière instance de ce qui l'anime et d'être en l'espèce juge et partie, eh bien Descartes proteste que le dessein qu'il forme en s'adressant au public ne tient pas à quelque sentiment de supériorité ou de suffisance, en vertu duquel il prétendrait donner des préceptes, enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison et faire autorité. Dans la même lettre à Clarselier que j'ai invoquée tout à l'heure, mais cela ne vient pas à propos car je n'ai jamais voulu obliger personne à suivre mon autorité. Au contraire, j'ai averti en divers lieux qu'on ne se devait laisser persuader que par la seule évidence des raisons. Eh bien, que cela ne tient pas non plus à une assurance absolue sur l'évidence des raisons à laquelle seul il défère et sur la vérité de ce qu'il a été méthodiquement conduit à penser. Deux motifs d'ailleurs dont le second se prête assez communément à couvrir le premier. Mais plutôt, la manière dont Descartes s'adresse au public, eh bien, tient à d'une façon singulière, à une incertitude à ce sujet, à une incertitude, je dirais, résiduelle et peut-être irréductible, sur la question de savoir à quel titre il trouve à se contenter dans l'effort et dans les résultats qu'il a eus dans sa recherche de la vérité. S'il éprouve la satisfaction solide et importante qui est inhérente à la connaissance du vrai, ou s'il se flatte du vain et inutile contentement d'un moi enflé de lui-même. Aussi sûr que je sois de la vérité de ce que je pense et des raisons qui fondent mon propos, il se pourrait encore que cette assurance même ne témoignât d'autre chose que de la démonstration vaine et inutile d'un moi imbu de lui-même et uniquement occupé à soi sous couleur de méthode. Si solidement content que je puisse être, c'est encore du progrès que je pense avoir déjà fait en la connaissance de la vérité, et le soupçon demeure qu'en cette pensée, je me flatte et que je succombe à la méprise du contentement de soi et aux manigances de ce qu'on pourrait appeler mon malin génie. C'est pourquoi il sera bien aise de rendre public son parcours. Je cite, « Mais je serai bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis. » Donc, non pas de donner des leçons, des préceptes ou d'imposer la méthode pour bien conduire sa raison, mais de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis et d'y représenter ma vie comme en un tableau afin que chacun en puisse juger et qu'apprenant du bruit commun les opinions qu'on en aura, ce soit un nouveau moyen de m'instruire que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir. Donc il sera bien aise de rendre public son parcours pour ajouter justement donc un nouveau moyen de s'instruire à partir des jugements qui seront portés sur sa manière de juger, pour profiter du jugement des autres sur les chemins qu'il a suivis, et éventuellement, mais là je vais plutôt du côté de Pascal que du côté de Descartes, pour éprouver l'état d'esprit avec lequel il les accueillera, ces jugements qui seront faits sur son propre parcours. Je voudrais juste citer, puisque j'ai encore un petit peu de temps, une lettre tout à fait remarquable justement de Pascal, c'est dans les Pensées opuscules de l'édition Brunswick. Mais quoi ? On agit comme si nous avions mission pour faire triompher la vérité, au lieu que nous n'avons mission que pour combattre pour elle. Le désir de vaincre est si naturel que quand il se couvre du désir de faire triompher la vérité, on prend souvent l'un pour l'autre, et on croit rechercher la gloire de Dieu en cherchant en effet la sienne. Il me semble que la manière dont nous supportons les empêchements
en est la plus sûre marque. Car enfin, si nous ne voulons que l'ordre de Dieu, il est sans doute que nous souhaiterons autant le triomphe de sa justice que celui de sa miséricorde, que quand il n'y aura pas notre négligence, nous serons dans une égalité parfaite, soit que la vérité soit connue, soit qu'elle soit combattue, puisqu'en l'un la miséricorde de Dieu triomphe et en l'autre sa justice. Alors, je n'ai pas le temps quand même de commenter justement ce texte tout à fait remarquable, mais qui veut dire que Pascal s'instruirait justement donc du jugement des autres sur ce qu'il propose au public, mais plus exactement sur la manière dont il ressent, dont il répond en quelque sorte à ce jugement, sur la manière qu'il a de juger justement ce jugement des autres. S'il le juge avec une parfaite égalité d'âme, c'est qu'effectivement il combat pour la gloire de Dieu, mais s'il y met de la colère ou s'il s'emporte justement contre les incompréhensions que ce jugement implique, eh bien ça sera au contraire le signe, ça sera évidemment l'indice que c'est pour lui justement qu'il combat et que c'est justement sa vanité qui est en jeu. Alors, bon, je ne dirais pas qu'il en est de même exactement justement pour Descartes, mais que néanmoins, justement, le passage au jugement d'autrui et la publication pour avoir part justement au jugement d'autrui et s'instruire à partir du jugement d'autrui est une procédure tout à fait remarquable et qui se garde de toute arrogance, sans sacrifier pour autant à la fausse humilité. Car il n'entend pas plus ériger le public en juge sans appel de sa démarche. La pluralité des voix, justement, donc, n'est pas une pratique, justement, qui est valable, justement, dans la recherche de la vérité, qu'il n'entend d'ailleurs régenter non plus le public et lui imposer des préceptes, mais seulement ajouter son verdict varié à ses éléments de jugement. Mais sans méconnaître que ce sera toujours à lui de juger en dernière instance sur son compte et sur la teneur de ses pensées. Sans doute ne saurait-on tout à fait se défendre seul contre le soupçon de présomption, le jugement des amis étant suspect de la même partialité, comme aussi bien d'ailleurs celui des ennemis éventuels parmi les doctes. Et à cet égard, voilà ce que dit Descartes, en quoi il me semble pareil à un aveugle qui, pour se battre sans désavantage contre un qui voit, l'aurait fait venir dans le fond de quelque cave très obscure. Et je puis dire que ceux-ci, c'est-à-dire donc les sectateurs d'Aristote, ont intérêt que je m'abstienne de publier les principes de la philosophie dont je me sers, car étant très simples et très évidents comme ils sont, je ferais quasi de même en les publiant que si j'ouvrais quelques fenêtres et faisais entrer le jour dans cette cave où ils sont descendus pour se battre. Et de la même façon, donc, dans une lettre à Mersenne, mais je ne pense pour maintenant qu'à m'instruire pour moi-même et me juge fort peu capable de servir à instruire les autres, principalement ceux qui, ayant déjà acquis quelque crédit par des fausses opinions, auraient peut-être peur de le perdre si la vérité se découvrait. Donc, si les amis comme les ennemis, justement, donc, sont évidemment suspects en la matière, eh bien, ils s'adressent à cet effet au public en général, donc au premier venu. Et si j'écris en français, qui est la langue de mon pays, plutôt qu'en latin, qui est celle de mes précepteurs, c'est à cause que j'espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle, toute pure, jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu'aux livres anciens. Eh bien, pour tirer donc de l'épreuve de ce jugement des autres, un nouveau moyen d'éprouver s'il sert la cause de Dieu, d'une certaine façon d'ailleurs Descartes dit la même chose, c'est vrai que c'est sur la question précise de la démonstration de l'existence de Dieu, mais c'est la cause de Dieu que j'ai entrepris de défendre, nous dit-il à propos des méditations, puisque je soutiens justement la cause de Dieu, ou seulement donc la sienne propre. S'il parle sous la garantie d'un Dieu vérace, qui l'assure de toucher au réel au-delà de la simple existence du jeu, puisque c'est bien l'ordre des raisons justement dans les méditations, c'est à partir justement de cette garantie d'un Dieu vérace que
la connaissance peut être faite justement de choses réellement existantes, en dehors justement du jeu dont l'existence est acquise évidemment dès le début, ou s'il parle seulement donc de son propre chef, et si son extrême satisfaction est légitime et solide, ou vaine et fallacieuse. Eh bien, je dirais que le soupçon étant irréductible à ce qu'il semble, car c'est toujours à un jeu instance du jugement de se prononcer, et il est évidemment sujet à se méprendre, à se laisser investir et circonvenir par un moi présomptueux, eh bien on ne saurait sortir de soi, ni se faire Dieu en personne, mais on peut et doit ne rien négliger pour s'instruire et se garder de se tromper, sans chercher à en imposer, ni à s'en laisser imposer, mais en faisant innocemment, comme dit Descartes, profession de franchise. Encore évidemment que cette franchise même puisse n'être qu'un tour supplémentaire dans l'affectation présomptueuse et qu'il ne puisse qu'espérer qu'on lui en saura gré. Tant il est vrai donc que nul jugement décisif ne saurait totalement échapper à ce soupçon pour statuer de façon souveraine et impartiale, dès lors qu'il n'aura sens qu'autant qu'il en jugera lui-même et le fera sien. Si donc il demeure une marge indécidable, si la preuve, par l'extrême satisfaction que Descartes éprouve de ses découvertes, ne laisse pas de recéler encore quelque équivoque, et je cite cette lettre à Élisabeth, je me suis quelquefois proposé un doute, savoir s'il est mieux d'être gai et content en imaginant les biens qu'on possède être plus grands et plus estimables qu'ils ne sont, et ignorant, ou en ne s'arrêtant pas à considérer ce qui manque, que d'avoir plus de considération et de savoir pour connaître la juste valeur des uns et des autres, et qu'on devienne plus triste. Donc, réflexion, si on peut être content et ignorant, ou au contraire, sachant et du même coup, justement, plus triste. Et naturellement, il va aller dans l'autre sens, puisque le content et ignorant, c'est aussi un faux contentement, d'une certaine façon. Mais bon, je laisse cette question, justement, donc, de côté. Eh bien, donc, chacun ne saurait requérir davantage pour se contenter légitimement que de se porter témoignage qu'il s'est efforcé, au fil d'une constante révolution, d'user de sa raison, sinon parfaitement, au moins le mieux qui fût en son pouvoir, comme dit Descartes, et de pencher vers le côté de la défiance autant qu'il lui est possible. À quoi la publication de ses pensées et du progrès qu'il pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité se montre fort approprié. Prétendre à plus serait folie et dénoterait la présomption impertinente de vouloir être, nous dit Descartes, du conseil de Dieu. Et je terminerai juste par ce passage d'une autre lettre à Élisabeth, et qu'au lieu de connaître les perfections qui sont véritablement en nous, on attribue aux autres créatures des imperfections qu'elles n'ont pas. C'est le jeu justement de la vanité ou de l'orgueil pour s'élever au-dessus d'elles. Et entrant en une présomption impertinente, on veut être du conseil de Dieu et prendre avec lui la charge de conduire le monde, ce qui cause une infinité de vaines inquiétudes et de fâcheries. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.